Alors, là, je vais y aller assez vite, mais vous pouvez reprendre vos crayons parce que là, il y a des petites choses intéressantes à écrire, si vous voulez. Les causes possibles qui mettent nos 3 intelligences sous stress. Donc en mode, ça nous fait passer d'un mode réflexif à un mode réactif. Je réagis plutôt d'être en raisonnement. Alors pour l'intelligence de réflexion, la latéralité, je vous ai parlé des forceps césariennes. Donc tout ce qui est forceps césarienne, ça peut avoir un impact sur la latéralité puisque on ne laisse pas l'enfant progresser librement, faire son cross-crawl, son crawling le long du canal de la naissance, et du coup, l'enfant ne va pas activer ce réflexe de latéralité qui peut s'appeler le réflexe tonique asymétrique du coup. C'est un réflexe qui est en partie responsable de la latéralité. Donc ça peut être des enfants derrière qui ne font pas de 4 pattes, qui sont directement debout. Oui. Pardon ? Quand on retourne, le bébé en monte, quand il est en siège. Quand il est en siège et il descend en siège ? Non, quand on le retourne avant la naissance. Ah, quand on le retourne, ça peut être un choc. Physique, oui, parce que ça peut être une agression physique pour l'enfant, et émotionnelle aussi, puisqu'il peut y avoir un stress au fait qu'on nous manipule. Ça peut être... Moi, il y a beaucoup de comportements d'enfants que je retrouve par rapport à leur naissance, par rapport à ce qu'ils ont vécu, et c'est impressionnant. Des parents qui me disent « Ah, mais il ne veut pas se mettre au travail et tout, il faut aller le chercher. » Et je dis « Comment il est né ?» On est venu le chercher. D'accord. Bon, c'est possible, mais c'est réparable, entre guillemets. Il y a pas... tous les stress peuvent être travaillés. Donc, le trotteur, en Allemagne, ils ont supprimé vraiment même la fabrication des trotteurs, tellement ils ont vu que ça avait des conséquences, et les orthophonistes, les psychomotriciens ont vu que ça avait des conséquences sur l'apprentissage, parce que l'enfant ne développe pas son crawling, ne développe pas sa latéralité, sa droite et sa gauche. Même aussi ce petit trampoline-là, on laisse les enfants, on les met, ils ne sont pas capables de tenir debout, et on les supporte avec quelque chose. Donc leur colonne vertébrale n'est pas prête à supporter leur poids. De la même manière que lorsqu'on les tient trop. Là, c'est du trop. Hein. Je ne cherche pas à vous culpabiliser. De toute façon, c'est trop tard, vous avez déjà fait tout ça. Donc, c'est fait, voilà. Vous savez qu'il y a des solutions, mais un enfant avec lequel on apprend à marcher en lui tenant les mains comme ça, imaginez, vous marchez comme ça. Ouais, c'est sympa, hein. J'ai l'impression d'être un petit singe qui... Et du coup, je ne développe pas ma latéralité. Et le problème, c'est que nous, on l'a fait une fois avec notre fille, après, elle voulait faire tout le temps. Ah oui, c'est génial, ils apprennent à marcher alors qu'ils ne sont pas encore capables. Ou même quand on met les enfants assis trop tôt. Oh, mon enfant, je l'ai mis assis, maintenant, oui. Comment il tient ? Avec plein de coussins. Ah oui. Mais est-ce que sa colonne vertébrale, elle est capable de le tenir ? Non. Ok. Donc, il y a des solutions. La motricité libre. Amy Pickler, c'est une personne qui a parlé de la motricité libre. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « L'éveil de votre enfant ». Si vous avez encore des tout petits, ou des petits jusqu'à ce qu'ils marchent. Voilà. Ça peut être intéressant de lire ce livre où on laisse l'enfant évoluer par lui-même sans le forcer à faire quelque chose. Et un autre livre qui vient de sortir, De la naissance au premier pas, une orthophoniste qui écrit tout le déroulement du développement des réflexes pour l'enfant et comment l'aider aussi avec la motricité libre. Et bien sûr, le Brain Gym, c'est un des outils qui fait que qu'on va pouvoir utiliser pour aider à reconnecter cette latéralité. L'intelligence émotionnelle, alors les écrans, je ne vais pas vous l'apprendre, les écrans trop petits, les jeux vidéo, tout ça. La tétine, la tétine, oui, malheureusement, la tétine n'a pas que du bon. Surtout quand elle est portée après un âge où il n'a plus besoin du réflexe de succion, c'est-à-dire après 6-7 mois. Donc, passé 7 mois, l'enfant n'a plus besoin de tétine. S'il a le pouce, c'est qu'il a une tétine. C'est qu'il a pris sa tétine. Alors, il peut y avoir un besoin de succion. S'il n'a pas bien vécu son sevrage, ou s'il n'a pas assez tété, il a besoin de cette succion. Et là, dans ce cas-là, ça se rééduque avec des exercices. Mais un enfant, dès qu'il pleure, on lui met la tétine. C'est super, je mets la tétine, il s'apaise. Alors on se dit, tiens, oui, ça l'apaise, donc je le mets. Sauf qu'il y a des études qui ont montré qu'un enfant qui porte la tétine trop souvent, alors si c'est avant de s'endormir, c'est ok. Mais s'il la perd dans la nuit 10 fois, et ça le réveille 10 fois, vous pensez que c'est vraiment l'aider d'avoir une tétine ? Alors il y a d'autres solutions pour l'aider. Peut-être d'écouter ses émotions avant qu'il s'endorme, ou voilà, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et donc les enfants qui portaient trop la tétine, ils ont observé, même en journée, c'est que ça peut être des enfants qui ont des difficultés à développer des capacités empathiques. Pourquoi ? Parce que leurs muscles du visage ne travaillent pas. De la même manière quand ils ont une tétine que quand ils n'en ont pas. Parce que quand j'ai une tétine,
quand j'ai une tétine, eh bien, je ne peux pas ouvrir la bouche pour parler. Ou alors je parle, mais de manière pas bien articulée. Ce qui fait que du coup, quand j'ai des émotions à vivre, si je souris un grand coup, je fais tomber ma tétine. C'est tout bête. Mais du coup, ça va empêcher les muscles du visage de travailler. Et il y a eu des études qui ont montré que les enfants qui portaient des tétines, jusqu'à même 3, 4, 5 ans, l'adolescence, c'est des enfants qui peuvent avoir des grosses difficultés à rentrer dans l'empathie. Et avoir de l'empathie même pour les émotions des autres. Donc ça veut dire à ressentir des émotions eux-mêmes aussi, et une forme de coupure avec l'émotion de l'autre. Voilà, si c'est déjà fait, c'est comme ça. Hein. Et puis après, il vous suffit d'être bien à l'écoute de l'enfant, de ses émotions, et ça peut vraiment l'aider à ressortir aussi de ses automatismes. La fessée, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'études aussi sur les violences physiques. Des enfants qui ont reçu des violences physiques petits, c'est des enfants qui ont, statistiquement parlant, plus d'accidents à l'adolescence, plus de comportements à risque, parce qu'ils ont été blessés dans leur corps physique, et du coup, c'est comme si après leur corps physique, ils avaient une sorte de coupure avec leur corps physique. Et du coup, ça peut être des adolescents qui recherchent ensuite, qui n'arrivent pas à sentir la limite de leur corps physique. Donc ça peut amener des comportements à risque, comme des accidents, des choses comme ça. Donc il est toujours temps d'arrêter. Voilà. Pour la fessée, de trouver d'autres solutions. La fessée, c'est souvent une solution parce qu'on n'a plus les mots, et nous-mêmes, on n'a plus la patience. Et c'est la violence qui nous emporte parce que la colère est derrière. Mais on a d'autres solutions. Les sucres, eh oui, les sucres, ça, les bonbons, les boissons, je vais en parler derrière. La surstimulation, ça c'est tout ce qui est, vous mettez les enfants dans une grande surface, vous les retrouvez pas pareil à la sortie. Hein. Moi, je ne fais plus jamais les courses avec mes filles. Trop de stimulation, imaginez un magasin, on peut tout acheter. Pourquoi maman tu achètes ça et tu n'achètes pas ça, t'achètes pas ça. Donc après ils apprennent à se contrôler, mais ils vous tentent un peu aussi pour acheter d'autres choses. Les crises à la maison, bien sûr, voilà, les tensions en parents. Et donc il y a des outils comme un bouquin qui est super, Qui veut jouer avec moi, comment évacuer les émotions par le rire, comment jouer avec son enfant, un enfant qui a peur des piqûres chez le médecin, ou alors ma fille avait un jour peur des chiens parce qu'elle était toute petite, elle faisait du 4 pattes et le chien lui a sauté dessus. Voilà. Bon, il l'a juste léché un bon coup. Et après, elle voyait un chien, elle avait peur. Normal. Et je me suis dit, tiens, et je suis tombé sur ce bouquin. Et du coup, je me suis mis à faire le chien. Donc j'ai couru dans tout le salon. Je n'ai pas mis la vidéo. Hein. Vous imaginez, je courais, je faisais le chien. Alors elle rigolait, et puis on sentait que c'était un rire un petit peu nerveux. Et elle a fini par un petit peu pleurer derrière. Et en fait, de ce jour-là, c'était terminé. Elle a revu les chiens, elle allait vers eux, elle les caressait. Et en fait, le rire a amené les pleurs. Et parfois, c'est juste le rire qui libère en fait les émotions bloquées. Et on ne va pas faire le yoga du rire ce soir, mais ça marche bien. Il y a aussi un super livre qui s'appelle Parents efficaces, de Thomas Gordon, qui nous parle de l'écoute active, l'écoute des besoins et l'écoute des émotions. Aujourd'hui, on est dans un mouvement où on cherche des solutions pour ces enfants pour lesquels on n'a pas toujours des solutions. C'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, trouver quelques solutions à des comportements. J'ai tout essayé d'Isabelle Fillosa, si vous ne le connaissez pas, c'est un beau bijou. Elle fait le lien entre la neurologie, les neurosciences et les émotions et les comportements des enfants. Et le Brain Gym, bien sûr, on a des outils pour gérer les émotions. Et l'intelligence d'attention, autrefois, ça nous servait c'était par rapport à la préhistoire, à la fuir, à lutter. Aujourd'hui, c'est plus le fait d'être en classe, devant toute la classe, Là, tout à l'heure, je savais que je devais vous parler, j'avais cette dimension-là qui n'était pas super branchée, parce que je me dis que je vais avoir 80 personnes, donc voilà, ça peut représenter un stress quand même. Et puis, du coup, du décrochage, voilà, la déconcentration, je vais gigoter sur ma chaise. Et donc, bien sûr, l'activité physique, c'est important, c'est pour ça que les récréations sont utiles. Et puis, on peut faire aussi des mouvements de Brain Gym. Et vous connaissez les langages de l'amour de Gary Chapman? Et si vous ne connaissez pas, je vous le remets. Attention, toc, il tourne. Hein. C'est bon, vous l'avez vu? Je vous le remets une troisième fois. Toc. Langage de l'amour de Gary Chapman. Alors ça, c'est une petite perle. Si vous voulez amener vraiment une belle écoute des besoins émotionnels de vos enfants et de votre conjoint. Angélique, si tu me regardes. Son langage, par exemple, ma femme, c'est les moments de qualité. Donc il y a 5 langages. Les moments de qualité, les services rendus, les paroles valorisantes, le toucher physique et le cadeau. Et ça veut dire qu'on est sensible à l'un des 5 langages.
plus que les autres. Alors on aime bien les 5, hein, c'est sympa d'avoir les 5. Oh, les moments de qualité, les petits cadeaux, les services rendus, tout ça. Et au fil du temps, on a un langage qui prédomine. Et si on n'a pas ce langage-là, on se sent pas nourri, on ne se sent pas aimé. Et notre réservoir d'amour, comme Gary Chapman appelle ça, est vide. Et un enfant, on a beau peut-être parfois passer du temps avec lui, des moments de qualité. Moi, je vois par exemple avec ma fille, dès que je peux, je passe du temps avec elle. Et je voyais que ça la nourrissait pas tant que ça. Et après, je me suis mis à lui faire des dessins, des découpages. Et là, alors là, ses yeux, c'était, voilà, ça s'illuminait. Oh, papa, t'as fait ça pour moi et tout. Des fois, je n'avais pas fait grand-chose, mais oh là là, t'as mis du temps et tout. Et du coup, elle avait vraiment, on sentait que elle avait merci. C'était un merci, alors qu'avant, d'autres fois, je passais 3 quarts d'heure à jouer avec elle et ça finissait en crise parce qu'elle avait perdu. Alors du coup, je me disais, super, j'ai passé du temps. Ça vous parle un petit peu, ça? Ok. Et j'avais peut-être pas touché son bon langage. Et son langage a l'air d'être les cadeaux, les petites attentions. Et ce qu'elle va pouvoir garder. Parce que quand elle va prendre ce souvenir que je lui ai... Enfin, quand elle va penser à ce dessin, elle va le voir, elle va penser au moment aussi qu'elle a eu avec moi. Et puis, ça va la nourrir. Donc, réfléchissez à votre langage. Et puis, dans une relation de couple, voilà, moi je reparlais de mon épouse, son langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Ça veut dire que s'il n'y a pas un moment de qualité que je peux avoir avec elle avant d'aller se coucher, ben ça se voit sur son visage, déjà. Et puis, on sent bien que la nourriture émotionnelle, affective n'est pas là. Donc, je sais que si je veux entretenir la relation, et c'est à moi d'entretenir cette relation, si je veux rester avec elle, c'est mon job de mari, eh bien, c'est de pouvoir, du coup, nourrir ce langage et répondre à ce langage chez elle. Donc, voilà, elle, c'est les moments de qualité. Donc, ce soir, j'ai pas eu beaucoup de moments de qualité, parce que je devais me préparer, donc je n'étais pas du tout là. J'ai bien vu sa tête, hein. Bon, désolé. Si elle dort pas, on verra ce soir. Et non, mais en tout bien, tout honneur. Hein. Voilà. Moment de qualité, d'écoute, bon, tout est à tout, on peut penser à tout. Ok, donc je vous le remets une dernière fois, les langages de l'amour, voilà, hein, ça vaut autant que la conférence de ce soir. Alors, je vais vous parler rapidement des écrans et de la nourriture pour vous parler des petites études qui sont faites. Les écrans sont prouvés aujourd'hui, nuisent aux capacités de concentration, à la performance en lecture, à l'acquisition du vocabulaire, à la qualité des devoirs, des leçons, au développement de l'intelligence. L'écran favorise le culte de l'apparence au détriment de la confiance en soi. C'est Jacques Brodeur, c'est un Québécois qui a fait des études et il s'est appuyé aussi sur un livre qui s'appelle TV Lobotomie. C'est de Michel Desmurguet. Michel Desmurguet, c'est un journaliste indépendant qui a écrit ce livre en récoltant toutes les études faites au niveau international sur la télé, sur les écrans, sur les effets des écrans sur le cerveau et sur l'apprentissage. Vous avez vu un envoyé spécial il y a 15 jours, 3 semaines, sur accro aux écrans? Ça nous disait quoi? Que les enfants qui sont trop accros, ça pouvait générer des comportements autistiques. Et en plus, derrière, des problèmes forcément de lien social, etc. Et avec une diminution, je le mettrai après, au niveau du cerveau, on va le voir tout à l'heure. Alors, Michel Desmurguet, qui est québécois, il a fait une expérience et il s'est rendu compte que 30 minutes de TV le matin, c'est 2h30 pour que le cerveau retrouve 100% de sa pleine capacité. Donc déjà, là je sais que les instituts sont derrière moi. Ah, tu vas parler des écrans. Ouais, je vais parler des écrans un petit peu. Nous, on n'a pas d'écran à la maison, pas de télé. Et je ne vous cache pas que c'est un vrai bonheur parce qu'on sait qu'au moins il n'y a pas la tentation de la télécommande et d'allumer, de regarder, de se mettre en réceptif. Alors 10 jours sans écran, ça c'est Jacques Brodeur qui a fait cette expérience dans une école en 2003, 200 écoles au Québec. En 10 jours sans écran, il a constaté une augmentation par 2 du temps d'attention en classe. Diminution de moitié des conflits en famille, augmentation du temps passé à jouer à des jeux de construction et de collaboration. Et augmentation des notes scolaires. Ça vous donne pas envie ça? De 0 à 3 ans, pas d'écran. Il propose entre 4 ans et 6 ans, limité à 2 heures par semaine. Pas de consomme de jeux portables avant 6 ans. Et entre 7 ans et 10 ans, limité à 5 heures par semaine. Pas d'internet non accompagné avant 9 ans. Voilà, c'est quelques petites règles qui peuvent s'appliquer comme ça. Bon, pour l'instant, nous, on a fait le choix de 0 écran. On verra à l'adolescence ou avant, comment on gère ça. Pour l'instant, de toute façon, le plus important, c'est maintenant. C'est entre 0 et 10 ans. C'est ça, c'est maintenant le plus important. Parce que c'est là où il y a toute cette construction neurologique. En 2016, on disait qu'il y avait 6 écrans par foyer. En 2017, 4 heures par jour sur leur PC, écran, tablette, smartphone, télévision. C'est 75% du temps libre qui est passé devant les écrans.
2 mois par an. Donc si vous avez envie de faire autre chose 2 mois de l'année, en 2002, les enfants ils regardaient 2 heures et quart de télé par jour. Par jour, 2 heures et quart. 1 heure par jour de télé chez les enfants de 8 à 16 mois, ça génère un appauvrissement du lexique de 10%. À mon avis, ça peut être plus. Et un enfant à l'âge de 12 ans aura été témoin de 8000 meurtres télévisés. Ah, ça donne envie, c'est bien. Envoyé spécial ce soir, donc ça, il disait que dans l'émission, ça diminuait la matière grise et ça rétrécissait le cortex frontal. Ça génère des addictions, de l'agressivité, ça empêche de prendre des bonnes décisions et ça altère la logique. Voilà. Et ça, c'est des neurologues, neuroscientifiques qui ont parlé de ça. Et ça peut générer des comportements autistiques. Voilà. Les bonbons et le sucre perturbent les enfants, donc arrêtez aux anniversaires de leur donner des bonbons. Hein. Ma fille, c'est impossible. Hein. On lui donne un bonbon, elle part, voilà, elle saute, c'est un kangourou. Elle est partout. Alors c'est difficile de dire, mange pas, mais la petite copine, elle donne. Alors vos anniversaires, trouvez d'autres idées, en tout cas des sucres plus assimilables que des bonbons, que des carambars, que des choses comme ça, parce que vraiment aujourd'hui, on s'y intéresse de plus en plus. Et c'est coloré, mais c'est pas inoffensif. Les bonbons rendent les enfants hyperactifs. C'est une étude réalisée en 2007 à Southampton par l'Agence alimentaire au Royaume-Uni, en cause des additifs alimentaires, les conservateurs et les colorants fortement présents dans la constitution de nombreuses sucreries ou boissons colorisées, tout ce qui est soda. Des produits suspectés de favoriser les comportements suractifs, impulsifs et l'inattention qui accompagnent les troubles d'hyperactivité. Des symptômes réunis dans la famille des troubles déficitaires d'attention et d'hyperactivité. Voilà. Et au canton de New York, alors ça, accrochez-vous bien, au canton de New York, dans une étude sur 800 000 élèves, sur 4 ans, on a vu une forte augmentation de la violence dans les écoles. Partout où ils ont fait supprimer le sucre blanc et les farines blanches, le blé y compris, on a obtenu 47 à 52% de violence en moins, y compris le fait de répondre aux adultes. Et 7 mois plus tard, 80% de violence en moins. Vous imaginez, déjà le sucre, si on enlevait le sucre blanc, il est trop présent dans notre alimentation et trop présent dans tout ce qu'on donne aux enfants. Donc regardez, quand vous donnez quelque chose à manger aux enfants, au goûter, si au niveau du gâteau, le premier ingrédient n'est pas sucre. Voilà, si c'est autre chose, c'est OK. Ou un fruit, voilà, un fruit. Les fruits, c'est plein de fruits, c'est plein de sucre assimilable. Et voilà, une expérience en Australie dans une école primaire. Ils ont juste fait une éviction pendant 2 semaines des additifs alimentaires. Et ils ont retrouvé des enfants plus calmes, plus à l'écoute, voilà, moins de disputes. Vous retrouvez ça sur Internet. Bon, pour terminer, le brain gym, ça peut se faire de 3 à 78 ans. C'est l'âge que Paul Denison a aujourd'hui. C'était il y a 4 ans à Avignon, il a donné une conférence, un congrès. Cette année, il va venir à Bordeaux, il se déplace encore, donner des conférences partout dans le monde. Et puis, il a surtout donc, une joie de vivre et puis vraiment un amour qu'il transmet dans tous ses cours et un amour de l'humain. Voilà, c'est pas un scientifique. Il y a des gens qui remettent en cause le brain gym en disant c'est pas scientifique, ça n'a pas été prouvé. Et je les comprends. Aujourd'hui, on cherche à prouver ce qui existe et à voir pourquoi ça fonctionne. Paul Denison est parti de lui, il est parti de son expérience et de ses difficultés. Et il a accompagné des enfants en rencontrant différents spécialistes et c'est comme ça qu'il a mis en place les mouvements de brain gym. Donc il n'est pas scientifique, il n'est pas parti d'une approche où il s'est dit tiens, je vais prouver que ça fonctionne avec ça et ça. Il est parti d'une approche qu'on appelle expérimentale. Donc oui, c'est pas prouvé, oui, on peut critiquer le brain gym, ou certains même le mettent dans des cases comme sectaire, ou d'autres choses comme ça. Moi, j'ai pas encore vu, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dedans, j'ai pas vu le gourou. Par constat et de toute l'expérience que je peux en avoir et de tout ce qui se passe dans le monde entier au niveau du brain gym, il y a vraiment des effets surprenants. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et voilà, on ne va pas répondre aux questions en collectif. Moi, je vais rester un petit peu ici. J'ai quelques matériels de brain gym, des jeux de cartes. Le marque-page, vous pouvez le garder. C'est cadeau de la maison. Et on utilise aussi des fois un 8 en bois pour tout ce qui est lié à l'écriture,
avec des petites billes qui tournent. Voilà, c'est des choses qui sont utilisées dans le matériel en séance et aussi qui peuvent être utilisées à la maison. Donc je vous remercie et puis bonne fin de soirée et merci de votre attention et voilà. À bientôt.